Alors dans le livre, il est question évidemment d'une figure tout à fait saillante, Rachi, dont il est beaucoup question en ce moment que son œuvre soit reconnue comme patrimoine immatériel par l'UNESCO. Alors est-ce que vous pouvez évoquer la personnalité de Rachi? Alors Rachi de Troyes, donc un rabbin qui habitait à Troyes, et qui est le plus grand commentateur de toute l'histoire et de tous les pays du Talmud, de la Torah et du Talmud. Il a à peu près tout commenté, et avec une méthode euh, littérale et très scientifique, qui fait que, par exemple, tous les termes de métier, de botanique, c'est un français, hein. On l'appelle, d'ailleurs, dans la tradition juive, on l'appelle Al-Salfati, ça veut dire le français, hein, Rachi, le français. C'est un français, il parle vieux français, il écrit vieux français, en lettres hébraïques, certes, mais il écrit vieux français. Et donc c'est ainsi que nous avons, grâce à lui, des centaines et des centaines de mots du vocabulaire du français. Et en plus, grâce aux lettres hébraïques, on a une idée de leur prononciation, parce que sinon, comment voulez-vous savoir? Et donc ses commentaires sont très techniques, des termes de botanique, des termes de différents métiers. C'est d'une richesse extraordinaire. Et ce français est toujours étudié. La première des choses dans une yeshiva, c'est-à-dire une école talmudique, à New York ou à Jérusalem, la première question qu'on pose, je ne me rappelle plus comment ça se dit en hébreu, euh, que dit Rachi? On a un verset de la Torah, on est à deux, là, deux étudiants qui se répondent. On étudie toujours, là, on ne lit pas la Bible tout seul dans le judaïsme, on lit la Bible au moins à deux. Et on dit que la première question, que dit Rachi? Ben, Rachi, c'est ce français qui est étudié à New York et qui est étudié à Jérusalem par les Lubavitch, par tous ceux qui étudient le Talmud. C'est pour ça que cette histoire, si vous voulez, c'est à la fois explorer à quel point, oui, la France sans les Juifs ne serait pas la France, comme a dit un Premier ministre, mais explorer aussi à quel point le judaïsme mondial, tel qu'il est là aujourd'hui, dans sa pluralité d'ailleurs, le judaïsme ne serait pas ce qu'il est sans son histoire très spéciale avec la France. Une histoire qui est certes souvent violente. Alors quand on parle du Moyen Âge, hein, Rachi vit au XIIe siècle, quand on parle du Moyen Âge, on parle des croisades, on parle des pogroms qu'ont provoqué les croisades. Oui, certes, à Rouen, à Bourges, dans différents endroits, à Metz aussi, qui ne fait pas encore partie de la France, mais enfin, c'est la catastrophe. En réalité, ces pogroms, c'est surtout dans les pays ashkénazes, c'est-à-dire vraiment voilà, comme Metz, mais aussi Cologne, etc. Alors, on parle des persécutions et nous disons que c'est aussi, paradoxalement, l'âge d'or du judaïsme français, intellectuellement. Parce que vous dites Rachi, oui, mais c'est Rachi et son gendre et ses petits-fils et c'est toutes ceux qu'on appelle les tosafistes, parce qu'on n'étudie pas que Rachi, on étudie les tosafistes qui font le commentaire du commentaire. Ça a commencé dans le Talmud, c'est le commentaire du commentaire du commentaire. Eh bien, les tosafistes, c'est-à-dire toute une génération, les trois quarts, sont de la famille de Rachi. Et ils sont de tout un tas de petites localités autour de Troyes, ou bien alors à Évreux, alors, il y a une carte comme ça du XIIIe siècle, avec toutes les lieux dont on a preuve d'une présence juive, mais c'est incroyable. Et les rabbins s'appellent un tel de Paris, un autre de Corbeil,
qui est maintenant Corbeil-Essonnes, un autre de Parisis, un autre de lieux qui sont des petites villes, voire des villages aujourd'hui, et où il y avait des écoles talmudiques très fortes. On venait d'Allemagne, d'Espagne, pour étudier à Évreux, par exemple. Voilà. Parce qu'il y avait tel maître qui était... Donc c'est toute cette... Si vous voulez, on a voulu montrer, on ne nie rien des persécutions, de l'antisémitisme, de l'enseignement du mépris, bien sûr, etc. Et puis, plus tard de la Shoah, de l'antisémitisme de la fin du XIXe siècle, etc. Mais moi, ma préoccupation était de montrer que en rester aux 4 incontournables, les persécutions médiévales, l'émancipation par la Révolution, l'antisémitisme et l'affaire Dreyfus, la Shoah, c'est avoir une vision des Juifs comme objet de persécution, d'extermination, d'émancipation, mais non pas comme sujet actif, qui participe activement à l'économie, à la culture de ce monde, même médiéval. Parce que on a des images de la façade de la cathédrale de Bourges, où il y a des statuaires, comme sur toutes les cathédrales, et dont 2 statuaires sont directement issus, d'une manière certaine, du Midrash, c'est-à-dire des histoires que se racontent les Juifs à propos de tel et tel verset de la Torah. Voilà. Et donc, par exemple, on a un Noé qui rentre dans l'arche, le dernier, hein, mais qui a de l'eau jusqu'aux genoux. Eh bien oui, c'est exactement ce que raconte le Midrash, qui dit que Noé, il croyait pas trop à la parole de Dieu, alors il a fait rentrer tout le monde, et puis après, donc souvent le Midrash est comme ça, assez humoristique, et en fait il a attendu d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles et jusqu'aux mollets pour rentrer dans l'arche. Eh bien voilà, il a bien fallu que le commanditaire de cette statuaire discute avec des rabbins, hein, pour qu'il y ait, et donc on le voit aussi sur des manuscrits, sur des enluminures. Donc les rapports sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on croyait, comme si les Juifs étaient... Il n'y a pas de ghetto en France, hein. Contrairement à d'autres pays, il n'y a pas de ghetto. Et donc les Juifs et les chrétiens se côtoient. Et donc ils parlent la même langue, ce sont des Français, des François, comme les autres, si vous voulez, presque.